bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi ». Mais je pense que ça s'applique aussi pour l'économie. Si tu t'occupes pas de l'économie, l'économie va s'occuper de toi. Et je pense que ça va être encore plus vrai avec les tarifs de Trump qui s'en viennent, qui vont être comme une épée de Damoclès qui vont pendre au-dessus de notre tête, avec un risque d'inflation et aussi un fort risque de récession. Et il y a déjà des usines canadiennes qui ont commencé à déménager de l'autre côté de la frontière, qui ont commencé à faire des licenciements de masse. Et tout ça parce que les capitalistes, ils veulent sauver leurs profits et ils sont prêts à sacrifier les conditions de vie des travailleurs. Et on voit ici, là, c'est quoi l'essence du système capitaliste? C'est l'exploitation des travailleurs par les capitalistes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite introduction à comment fonctionne le capitalisme et comment les travailleurs sont exploités. Il y a plusieurs écoles de sciences économiques, mais je pense qu'on peut les ranger dans deux grandes catégories. Il y a la science économique qui s'enseigne au HEC, dans les autres études commerciales, le Gold Building à côté. Puis il y a la science économique qui s'enseigne dans les écoles marxistes du PCR. Deux visions qui représentent en fait les intérêts de deux classes aux intérêts diamétralement opposés. D'un côté, on a la science marxiste qui représente la classe ouvrière et on a la science économique bourgeoise qui représente la bourgeoisie. Au temps de Marx, il y avait des économistes libéraux qui étaient vraiment des scientifiques. Ils essayaient vraiment de comprendre comment fonctionnait le capitalisme. Parce que c'était les débuts du capitalisme. Le capitalisme, il jouait un rôle encore très progressiste. La bourgeoisie joue encore un rôle très progressiste. On peut penser à des gens comme Ricardo, comme Adam Smith. Ils essayaient vraiment de comprendre comment ça fonctionnait, ce système-là. Mais ce qu'on a maintenant comme genre d'économistes, c'est pas vraiment des scientifiques. Faut l'avouer, en fait. Et ils ont une approche très empirique. Ils regardent juste la surface des choses. Juste l'apparence. Ils nous parlent de marché boursier, de prix, d'argent. Mais tout ça, en fait, c'est une apparence qui exprime une réalité beaucoup plus profonde, qui est celle du travail humain, qui est celle de l'exploitation. Et ça, les économistes bourgeois sont pas capables de voir cette réalité plus profonde. Ils sont aveuglés par leurs intérêts de classe. Ils peuvent pas reconnaître que tout leur système est fondé sur l'exploitation. Mais nous, les révolutionnaires, avec une approche matérialiste dialectique, on est capable de plonger puis d'aller plus loin que la surface pour comprendre là, cette réalité profonde de comment fonctionnent les systèmes. Et c'est ça qu'a entrepris Karl Marx dans son chef-d'œuvre, Le Capital. Et tout ça, je pense, ça montre comment la science économique marxiste est vraiment supérieure à la science économique bourgeoise et beaucoup plus objective aussi. Tandis que la science économique bourgeoise, c'est essentiellement maintenant d'essayer de justifier le capitalisme et l'exploitation. Une autre chose que les économistes libéraux essayent de nous faire croire, c'est qu'en fait, l'économie, ça serait bien trop compliqué pour que nous, les pauvres travailleurs stupides, on n'est pas capable de comprendre, en fait. Puis il y a juste ces intellectuels, cette élite des économistes qui peuvent vraiment comprendre l'économie, mais c'est absolument faux. L'économie, ça fait partie du quotidien des travailleurs. Tous les matins, on se lève, on va au travail, c'est l'économie, ça. Le milieu de travail, c'est ce qui produit les biens et les services qui font rouler toute la société. Et quand on arrive dans ces milieux de travail-là, ben, on les possède pas, ces entreprises-là. Ils sont possédés par les capitalistes. Et là, on produit des marchandises qui nous appartiennent pas, qui sont possédées par le capitaliste. Des marchandises qui vont être vendues à des gens qu'on connaît pas. Il y a un divorce complet entre les producteurs et les consommateurs. On va actionner des machines, des outils qu'on possède pas, qui sont possédés par le capitaliste. Ces machines-là, c'est ce qui va dicter le rythme de notre travail. On le voit chez McDo, Tim Hortons, t'as la petite machine qui fait bip bip, ça c'est que t'as passé ton temps pour t'occuper du client, faut que tu te dépêches. C'est ça qui rythme notre travail, tu sais. Et à la fin de la journée de travail, tu quittes avec un tout petit salaire, pendant que le capitaliste en masse plein de profits. Puis là, t'as pas terminé, tu t'en vas maintenant à l'épicerie. Puis là, t'achètes des produits hors de prix, puis l'épicier se fait plein de cash sur ton dos. Puis là, tu vas payer avec ta carte de crédit, qui est loadée, tu vas payer 20% d'intérêt, qui va être remis aux banquiers, qui font encore plein de profits sur ton dos. Là, c'est pas fini parce que tu arrives chez vous, puis il y a ton propriétaire qui t'attend
pour prendre son loyer, puis lui, il va se faire d'autres profits sur ton dos. Ben, c'est ça le capitalisme, en fait. C'est un système qui est là pour défendre tous ces parasites. Puis les capitalistes s'enrichissent de manière obscène. Ils font des milliards et des milliards sur notre dos, pendant qu'il y a un Canadien sur deux qui vit d'un chèque de paie à l'autre. Ce qui fait que tu t'hésites entre est-ce que je peux me loger ou me nourrir. Marx, il disait que le capitalisme engendre à un pôle l'accumulation de richesses et à l'autre pôle l'accumulation de misère, de torture à la tâche, d'esclavage, d'ignorance, de brutalité et de dégradation morale pour les travailleurs. Et ce que permet de faire la science économique marxiste, c'est de mettre des mots sur ce vécu des travailleurs, en fait, puis de l'expliquer de manière scientifique pour amener les travailleurs à renverser nos exploitants. Donc, on va plonger dans le cœur du sujet, essayer de comprendre les bases de comment fonctionne le capitalisme. Mais d'abord, c'est quoi ça, le capitalisme? C'est un certain système socio-économique, une organisation des relations de production basée sur la production industrielle et caractérisée par le fait que les usines et les milieux de travail sont la propriété privée de gens spécifiques qu'on appelle les capitalistes. Tandis que les travailleurs, qui forment l'énorme majorité de la population, ne possèdent pas les usines, les entreprises, les moyens de production, les outils, tout ça, et doivent vendre leur force de travail en échange d'un salaire pour survivre. Et ce que Marx nous propose de faire dans le Capital, c'est que pour comprendre comment fonctionne le système, il faut partir de son unité de base. C'est la marchandise. La marchandise, c'est un peu comme la cellule dans le corps humain. Et Marx disait le capitalisme est une immense accumulation de marchandises. Alors, c'est quoi une marchandise? C'est un produit du travail humain, mais qui est produit en vue de l'échange, donc de la vente et de l'achat. C'est ça la marchandise. Ça peut être un service, ça peut être un objet. Si je me gosse une chaise chez nous pour m'asseoir dessus, c'est un produit de mon travail, mais ce n'est pas une marchandise, parce que je prévois pas la vendre. Et la marchandise, elle a une double nature. Elle est d'abord une valeur d'usage. Ça veut dire qu'elle a une utilité. Elle sert à un besoin social. Ça veut dire que quelqu'un est prêt à l'acheter parce que ça répond à un besoin. Si vous regardez des cossins là, qui se vendent, puis vous dites « Ah, ça sert vraiment à rien », c'est pas grave ce que vous en pensez. S'il y a du monde qui sont prêts à l'acheter, c'est quand même une valeur d'usage. Mais la marchandise a aussi ce qu'on appelle une valeur d'échange. C'est sa capacité à être échangée contre d'autres marchandises. Comment ça fonctionne, l'échange de marchandises? J'aimerais prendre un exemple qui est dans le Capital, parce que je le trouve vraiment drôle. Fait qu'il y a un tisserand, c'est à l'époque, c'est un tisserand, là il se rend au marché. Okay. Là, il y a un gros bout de tissu, là. Il fait ça chez lui, dans son atelier. Puis là, il vend à quelqu'un pour 25 piastres. Évidemment, Marx ne parle pas de piastres. Puis là, avec ce 25 piastres-là, il va aller s'acheter une Bible à un vendeur de Bible. Donc, qu'est-ce qui s'est produit dans les mains de cette personne-là? Il y avait une marchandise, le bout de tissu, qui est devenu 25 $, qui est devenu une Bible. Et maintenant, on va suivre, et en fait, c'est que à chacun de ces transformations, c'était en fait toujours la même valeur qu'il y avait dans ses mains. C'est une valeur qui a changé de forme. Maintenant, on va regarder le vendeur de Bible. Fait que lui, il arrive sur le marché avec sa Bible, d'une valeur de 25 $. Il la vend à l'autre dude pour 25 piastres. Et avec ce 25 $-là, il va s'acheter une bouteille de whisky. Moi, je trouve ça très drôle comme joke. Je sais pas si vous l'avez trouvé drôle. Et là, qu'est-ce que ça nous dit, en fait, là? Est-ce que la bouteille de whisky a la même valeur de réconfort que la Bible? Est-ce que c'est ça que ça nous dit? Donc, ce que ça nous dit, c'est que dans cet échange de marchandises, la même quantité de valeur va se transformer et va passer à travers la forme d'autres marchandises. Et une certaine quantité de valeur peut prendre la forme soit d'une marchandise de valeur équivalente ou d'une quantité d'argent de manière équivalente. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que la valeur, elle est pas matérielle. Tu peux pas le toucher, la valeur. Marx, il dit, il n'y a pas un seul atome de valeur, pas un seul atome de matière dans la valeur. Mais la valeur, c'est quand même quelque chose de réel. C'est ce qui sous-tend toutes les relations dans la production. Maintenant, la question qu'il faut se demander, qu'est-ce qui détermine la valeur? Qu'est-ce qui fait là que les cossins dont on a parlé tantôt valaient 27 piastres? Les économistes bourgeois, ils nous disent que c'est à travers l'offre et la demande qu'on est capable de déterminer la valeur des choses, que c'est ça qui va même fixer la valeur. Bon, on prend notre exemple, on a notre vendeur de Bible qui a très hâte de s'acheter sa bouteille de whisky en échange, et il y a l'acheteur de Bible. Les deux arrivent sur le marché, ils se rencontrent, et ils vont négocier,
ils vont déterminer le prix et ils arrivent à 25 $. Dans cet exemple-là, l'offre et la demande se rejoignent. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu trop de rareté ou il n'y a pas eu trop de sur-offre. Et dans ces deux cas-là, chacun considère que c'est un prix juste, 25 $ pour la Bible, que personne s'est fait voler. Ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que la loi de l'offre et la demande, en fait, cesse de s'appliquer. Parce que quand tu as le point d'équilibre entre l'offre et la demande, à ce point-là, tu n'as ni la rareté ni la sur-offre qui s'applique pour faire élever ou diminuer artificiellement les prix. Donc, ce point d'équilibre-là révèle une forme de prix naturel qui correspond à la valeur. Et en fait, cette valeur-là, elle s'exprime seulement parce que l'offre et la demande se sont équilibrées, donc se sont neutralisés l'un l'autre. Donc ça, c'est la preuve, en fait, que la loi de l'offre et la demande, c'est pas ça qui détermine la valeur. Ça fait seulement faire fluctuer les prix autour de la valeur. Si on prend, par exemple, une voiture, puis on la compare à un crayon, on voit que la voiture, en général, elle est pas mal plus chère que le crayon. Tout le monde s'entend. Est-ce que c'est à cause de l'offre et la demande? Est-ce que c'est parce qu'il y a une rareté de voitures? Non, il y en a plein de voitures qu'on peut acheter. C'est pas ça qui fait pression à la hausse sur le prix. La raison pour laquelle la voiture, elle vaut vraiment plus cher que le crayon, c'est à cause que ça a demandé beaucoup plus de travail à construire. C'est la quantité de travail à l'intérieur de la voiture qui détermine sa valeur. Donc, on arrive au cœur ici de ce qu'on peut appeler la théorie de la valeur-travail. Et ça, en fait, c'est une idée qui vient d'Aristote, de très longtemps. Une idée qui a été reprise par les économistes du temps de Marx, qui étaient très scientifiques, comme Smith, comme Ricardo, dont je vous parlais tantôt. Et eux, ce qu'ils montrent, c'est que c'est le travail, le temps de travail qui détermine la valeur des marchandises. Et Marx va amener cette théorie-là à un niveau qualitativement supérieur. Autrement dit, on va donner l'exemple, mettons, de notre tisserand. Son bout de tissu, ça y a pris, mettons, on va dire, arbitrairement, là, 1 heure à produire. Le distillateur de whisky, ça y a pris 1 heure à produire la bouteille, puis l'imprimeur de Bible, ça y a pris aussi 1 heure. Donc, vu que chacune des marchandises contient 1 heure de travail, elles peuvent être échangées les unes contre les autres, parce qu'elles ont en fait la même valeur. Mais là, on pourrait nous objecter. Mettons que ce matin, le distillateur de whisky a un peu trop consommé de sa propre marchandise. Là, il est beaucoup plus lent à distiller son whisky. Au lieu que ça lui prenne 1 heure de produire la bouteille, ça va lui prendre 2 heures. Est-ce qu'il peut arriver sur le marché et dire, vu que ça m'a pris 2 fois plus de temps de travail, ça veut dire que la valeur de la bouteille a doublé, au lieu de le vendre 25$, je vais le vendre 50$? Non, il peut pas faire ça. Parce que la bouteille, elle se compare aux autres bouteilles de whisky similaires, qui sont sur le marché et qui ont une valeur de 25$. Donc, le temps supplémentaire qu'il a mis, parce qu'il était trop lent pour produire, c'est du temps qui est perdu. Fait que ce qu'on comprend, c'est que la valeur, elle n'est pas déterminée par la quantité de travail individuel, concret, que ce distillateur spécifique-là a mis dans cette bouteille-là. Non, la valeur, c'est pas le travail concret. C'est en fait une moyenne de temps de travail. La valeur, c'est comme une norme sociale qui est créée par la relation, par la compétition entre les marchandises du même type sur le marché. La valeur, c'est comme une relation entre les quantités de travail concret. Marx appelle ça le travail abstrait. C'est ça la valeur. Il utilise un autre terme aussi, le temps de travail socialement nécessaire. Socialement nécessaire au sens que c'est une moyenne de temps de travail, que c'est une norme sociale. Donc c'est ça la valeur. Et de montrer le caractère social de la valeur, ça a été aussi la base spécifique de Marx à la théorie du travail. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi l'argent. Mais l'argent, en fait, c'est un symbole. C'est comme un bout de papier qui dit « Je possède une valeur de 25$ et je peux l'échanger contre une marchandise de 25$. » Donc, l'argent sert d'équivalent universel pour comparer la valeur des différentes marchandises. Et vu que l'argent permet d'exprimer la valeur, ça permet aussi de faciliter les échanges. Parce que le troc, là, c'est quand même limité là, dans notre marché en ce moment. Puis le prix d'une marchandise, c'est l'expression de sa valeur à travers l'argent. Donc, autrement dit, la valeur est déterminée par le temps de travail socialement nécessaire, qui est incorporé dans la marchandise pendant qu'on la produit. Cette valeur-là va s'exprimer sous la forme du prix, qui est l'expression en argent de la valeur. Et ce prix peut fluctuer autour de la valeur
grâce notamment à la loi de l'offre et la demande, donc la rareté ou l'abondance. Maintenant, on peut comprendre comment la marchandise elle est intégrée dans la production capitaliste. Donc, presque tout ce qu'on produit dans notre société, c'est des marchandises. Et les entreprises privées, ils produisent pas ces marchandises pour répondre à des besoins, mais pour faire du profit. Donc, le capitaliste, il détient une certaine quantité de valeur, une quantité d'argent, d'outils, les moyens de production, des matières premières. Et donc, tout ça s'appelle son capital. Et le capital, c'est la propriété privée du capitaliste. Et le capital, il fait un cycle, une boucle. Il va commencer d'abord sous forme d'argent. Le capitaliste a une quantité d'argent. Il va l'investir dans son entreprise. Il va acheter des matières premières, des machines. Il va embaucher des travailleurs. Tout ça ensemble va produire des marchandises. Les marchandises vont être vendues sur le marché. Donc là, le capital redevient de l'argent après la vente. Et cet argent-là est réinvesti dans l'entreprise. Donc ça, c'est le circuit du capital. Et donc, c'est un circuit de valeur. C'est tout le temps la même quantité de valeur qui se transmet. C'est un peu comme avec notre exemple tantôt, le bout de tissu qui devient de l'argent, qui devient une bouteille de whisky. C'est une même quantité de valeur qui circule. Mais dans l'exemple spécifique du capital, il y a comme un plot twist à la fin. C'est que tu te retrouves qu'il y a plus de valeur après la vente de la marchandise que la valeur que tu as investie au début. Il y a une valeur supplémentaire, une survaleur ou plus-value, qui devient le profit du capitalisme. Qu'est-ce que nous disent les économistes libéraux? Parce qu'il faut bien se demander, il vient de où ce profit-là? Comment ça, magiquement, il y a une valeur supplémentaire qui est apparue? Les économistes libéraux, ils nous disent, ben c'est simple, t'achètes pas cher, puis tu vends plus cher. Fait que t'achètes, mettons, des composantes pour faire ta marchandise à un petit coût. Puis là, à la fin de ta marchandise, t'as vends plus cher que, genre, le prix des composantes. Sauf que ça fonctionne pas. Ça explique pas l'origine du profit. Parce que si tous les capitalistes vendent plus cher que ce qu'ils ont acheté, mais le capitaliste, il a aussi acheté ses composantes plus cher que ce qu'elles valaient vraiment. Donc, les capitalistes font juste se voler les uns les autres. Tout le profit que tu aurais pu faire en vendant plus cher, tu le perds en achetant plus cher. Donc, la circulation des marchandises explique pas l'origine du profit. Elle fait juste expliquer comment l'argent se déplace, mais pas comment la richesse se crée. Et pour comprendre d'où vient cette richesse créée, cette nouvelle valeur, il faut aller dans les 4 murs du milieu de travail. Donc, dans un milieu de travail, qu'est-ce qu'on a besoin pour produire? Il nous faut d'abord des travailleurs. Donc, par leur travail, ils vont créer de la valeur. Le travail crée de la valeur. Mais il y a aussi les objets matériels, les matières premières, les machines, les outils, etc. Et tous ces objets-là, ils contiennent du travail qui s'est matérialisé dans l'objet. C'est du travail humain, du travail qui s'est cristallisé, fixé dans l'objet. Ce que Marx appelle du travail mort, par opposition à du travail vivant, qui est le travail actif des travailleurs en train de se produire, en fait, puis de s'incorporer dans la marchandise. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire plus de profit avec les machines? Non. Pourquoi? Parce que la machine, elle contient une quantité fixe de valeur. Elle a déjà été créée avec une certaine quantité de travail qui détermine sa valeur à elle. Elle génère pas de valeur supplémentaire. La seule valeur qu'elle peut mettre dans les marchandises, c'est celle qu'elle possède déjà en elle-même. La valeur, donc le temps de travail qui a été incorporé pour produire la machine et l'entretenir. Fait que mettons qu'on avait une machine qui a à faire des sandwichs. Mettons une machine qui a coûté 1000 piastres, elle nous permet de créer 1000 sandwichs. À chaque sandwich, elle va transférer $1 de sa propre valeur dans le sandwich. Fait que ton sandwich va coûter au moins 1 piastre. Mais après les 1000 sandwichs, là, la machine est capote. Faut que tu la répares, donc tu rajoutes du temps de travail. Ou que tu la changes, t'en achètes une autre. Si tu fais rouler la machine plus vite, elle fait juste s'user plus vite. Elle va pas te donner plus de sandwich, en fait. Donc, tu fais pas de profit avec la machine. C'est pas ça son utilité. Son utilité, c'est de réduire la quantité de travail nécessaire pour produire les marchandises. Et donc, si c'est pas la machine qui nous explique la source du profit, c'est quoi? Le travailleur. C'est dans l'exploitation des travailleurs qu'apparaît le profit. Et là, vous pourriez me dire, mais là, Vincent, je suis pas exploité, là, je suis payé 15 piastres de l'heure. Je suis payé à chaque heure de travail, right? Ben non, c'est une illusion, en fait. Parce que ton travail, mettons, dans ta journée de 8 heures, tout ce que tu produis, mettons que tu produis pour 1000 piastres de sandwich, si tu étais payé pour ton travail, tu serais payé 1000 piastres. Puis si tu es payé 1000 piastres, le capitaliste ne fera plus une scène.
Fait qu'il n'y a aucune raison de se lancer en entreprise. En réalité, le capitaliste, il nous paye pas pour notre travail, pour les 8 heures de travail et ce qu'on a produit. Il nous paye pour notre force de travail. C'est notre capacité à travailler pendant un certain nombre de temps. Donc, notre force de travail, c'est notre marchandise à nous qu'on vend aux capitalistes. On le vend en échange d'un salaire. Le salaire, c'est le prix de la force de travail. Et à quoi ça correspond notre salaire, en fait? Le capitaliste, il nous donne un salaire qui correspond à, c'est de l'argent juste assez nécessaire pour s'acheter les marchandises qu'on a besoin de consommer pour survivre et revenir travailler le lendemain. C'est à ça que correspond le salaire. Ça correspond à ce qu'on pourrait appeler la valeur de la force de travail. Hein? C'est quoi la valeur de n'importe quelle marchandise? C'est le temps de travail socialement nécessaire, qui est requis à sa production, ou dans ce cas-ci, à sa reproduction. Et qu'est-ce qu'il faut pour reproduire sa force de travail? Il faut un loyer, il faut des vêtements, il faut de la bouffe, il faut s'occuper des enfants. Donc tout ça, ça a des coûts. Ça correspond à des marchandises qui ont aussi une valeur. Donc, toutes les différentes valeurs de ces marchandises que tu dois consommer pour renouveler ta force de travail, ça correspond à la valeur de ta force de travail, et c'est ce qui est payé avec le salaire, qui est son prix. Et la valeur de la force de travail, elle fluctue beaucoup, d'époque en époque, de pays en pays, et elle est pas vraiment objective. Parce que la valeur des autres marchandises, en général, est assez objective. Il y a une quantité de travail déterminée dedans. Mais combien on devrait nous payer, ça c'est beaucoup plus subjectif, en fait. Et c'est déterminé par la lutte des classes, par la lutte des forces entre les capitalistes et les travailleurs, par le fait d'aller faire des grèves, de se syndiquer, etc. Donc, on va regarder un peu plus dans le détail comment fonctionne l'exploitation. Fait que, mettons, on prend un travailleur dans un café. En 1 heure, il va vendre, mettons, 20 cafés, à 5 $ le café. Ce qui fait qu'en 1 heure, il a produit 100 piastres de stock. Il ne sera pas payé 100 piastres, évidemment, il va être payé 20 piastres. Je ne suis pas si bon que ça en mathématiques, mais 100 moins 20, ça donne 80. Puis là, 80, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ben, il faut payer l'électricité, le local, les matières premières, les machines. On va dire, mettons, 40. 100 moins 20 moins 40, il reste 40. Mais là, il n'y a plus rien d'autre à payer, là. Ça, c'est donc le profit qui va directement dans la poche du capitaliste. Mais ce 40 $-là que le boss va prendre, c'est de la valeur qui a été produite par notre travailleur. En fait, le travailleur, il a produit 60 $ de ses propres mains, si on exclut que les machines transmettent leur propre valeur. Donc, il revient à 40 $. Donc, le travailleur a reçu 20 $ et il a donné 40 $ à son patron. Je vais l'expliquer d'un autre angle. Mettons que ça lui prend 1 heure ou, mettons, 2 heures de travail pour produire en marchandises l'équivalent de son salaire. Tout son salaire dans sa journée, et en 1 heure ou 2, peut-être 100 piastres ou 200 piastres, il est capable de le produire. Ce qui fait que, mettons, si après 2 heures de travail, il rentrait chez lui, ben, il serait pas exploité. Il aurait produit l'équivalent de son salaire. Mais le boss ne fait pas une scène. Donc, il va travailler bien plus que 2 heures, il va travailler 8 heures. Donc, toutes les autres heures après, c'est en fait du bénévolat. Tout simplement. Qui permet de produire le profit. J'ai vu aussi que dans des entreprises, des usines au Japon, c'est seulement quelques minutes que tu renouvelles l'équivalent de ton salaire. Fait que tu pourrais rentrer au travail, mettons, à 8 heures, puis rendu à 8h20, tu commences à faire du bénévolat. Fait que c'est vraiment ça le cœur de l'exploitation. C'est que le capitaliste, il vole notre travail et notre valeur. Et il y a un mot pour parler de bénévolat forcé, l'esclavage. Et c'est pour ça que Marx disait le salariat, c'est de l'esclavage salarié. La force de travail, c'est vraiment une marchandise très spéciale. Elle produit de la nouvelle valeur, mais elle a aussi cette propriété unique de produire plus de valeur que sa propre valeur. La force de travail produit plus de valeur que sa propre valeur. Fait qu'elle produit d'abord une valeur nécessaire pour renouveler son salaire, puis ensuite, elle continue à travailler, à se mettre en œuvre, et elle produit une valeur supplémentaire qui est la survaleur. Et donc, le profit, c'est du travail non payé à la classe ouvrière, et qui est volé par le capitalisme. Et le but des capitalistes, c'est de faire le plus de profit possible. Il faut qu'ils augmentent la part de survaleur qui va leur revenir. Et il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais il faut comprendre que
les capitalistes ne peuvent pas artificiellement gonfler les prix pour aller chercher plus de profit, à moins évidemment d'être un monopole. Parce que si les prix dépassent la valeur sur le marché, comme avec notre exemple de tantôt du distillateur qui voulait vendre sa bouteille de whisky 2 fois plus cher, il y a personne qui va l'acheter. Ça coûte trop cher. Donc, la compétition tend à ramener les prix au niveau de la valeur. Donc, ils ne peuvent pas gonfler artificiellement les prix pour obtenir plus de profit. Donc, il va falloir que le capitaliste coupe dans les coûts de production, ce que ça lui coûte en composants pour produire de la marchandise. Et il y a plusieurs manières de faire ça. D'abord, tenir les salaires le plus bas possible, empêcher que les travailleurs se syndiquent, les pousser à faire des heures de travail supplémentaires au lieu de former plus de travailleurs, couper dans les pauses payées, les transformer en pauses non payées, faire travailler les travailleurs plus intensément, augmenter la cadence pour qu'ils produisent plus de marchandises dans la même quantité de temps, et aussi, ça c'est très important, obtenir des machines plus performantes qui permettent de réduire la quantité de travail pour produire plus de marchandises. Et après ça, tu te retrouves à avoir des travailleurs en trop, fait que tu peux les licencier, puis tu coupes encore plus dans tes coûts de production. C'est génial. Fait que, toutes ces manœuvres pour augmenter le profit, ça c'est juste un côté de la lutte des classes. Et évidemment, l'autre côté, les travailleurs font des luttes pour augmenter la part de survaleur qui leur revient, donc augmenter la valeur de leur force de travail. Et là, les économistes bourgeois ils nous disent « Ah, mais si tu augmentes les salaires, ça va donc faire augmenter la valeur des marchandises, il faudrait donc justifier d'augmenter les prix. » Mais non, c'est pas vrai. Parce que les prix sont déterminés par la valeur, puis la valeur est déterminée par le temps de travail socialement nécessaire. Si on te paye plus cher pour faire ta job, est-ce que ça augmente la quantité de temps que ça te prend pour produire la marchandise? Non. Peu importe combien tu es payé, ça va être le même temps pour produire ta marchandise. Ta paye a aucun impact sur le temps de travail socialement nécessaire. Donc, ton salaire détermine pas la valeur et justifie pas que si tu augmentes les salaires, il faille augmenter les prix. C'est bullshit. Mais ce qui est vrai par contre, c'est que si tu augmentes les salaires, ça diminue le profit. Et si tu augmentes le profit, ça diminue les salaires. Parce que les salaires et les profits se battent pour la même quantité de survaleur. C'est ça qui dérange les capitalistes. Et ça montre que les travailleurs et les capitalistes ont des intérêts diamétralement opposés et irréconciliables. Et c'est ça le cœur de la lutte des classes sous le capitalisme. Il y a quelques conclusions que j'aimerais qu'on puisse tirer sur la nature du capital. Donc, le capitaliste, en volant notre survaleur, ensuite il vend les marchandises pour réaliser cette survaleur sous forme d'argent. Il va ensuite réinvestir l'argent dans son capital, donc le réinvestir dans son usine. Ça fait grossir le capital. Et cette tendance à grandir. Le capital, c'est de l'argent qui crée plus d'argent. Le capital, c'est de la valeur qui s'auto-valorise. Mais en plus de ça, ce qu'on voit, c'est qu'avec le libre marché, ça engendre une bataille entre les capitalistes. Et les entreprises moins performantes, qui ont des machines aussi moins performantes, ils vont tendre à se faire battre par la compétition, à faire faillite et à être rachetés par les plus grosses entreprises. Ce qui fait que les capitaux fusionnent ensemble et se rassemblent, se concentrent dans des mains de plus en plus petites. Donc, les capitaux des capitalistes individuels tendent à fusionner pour devenir un capital collectif, un capital social. D'ailleurs, tu sais, le livre de Marx s'appelle pas « Les capitaux », c'est « le capital ». C'est un capital collectif. Et Marx avait déjà vu, même à son époque, la tendance du libre marché à engendrer son contraire, à engendrer des monopoles. Alors que c'était pas vraiment le cas à son époque, mais il voyait dans quelle direction ça allait. C'est vraiment au tournant du 20e siècle que vont apparaître vraiment les monopoles. Et le capital, il tend à devenir une force incontrôlable. C'est comme un genre de monstre qui domine toute la société. Un monstre qui veut tout le temps grandir, tout dévorer sur son passage. Marx, il parle du capital comme un vampire. Et le capital, c'est devenu une genre de force sociale indépendante de la volonté des individus. Et indépendante pas seulement des travailleurs, mais aussi des capitalistes. Parce que les capitalistes, ils pensent qu'ils contrôlent leur capital. Ils disent, c'est mon argent, c'est mon usine. Ils pensent qu'ils contrôlent cette force sociale-là, mais c'est pas vrai. C'est le capital qui les contrôle. Marx, il dit, les capitalistes, c'est des agents du capital. Parce que si les capitalistes obéissent pas aux règles du marché, ils vont perdre la game. Ils vont faire faillite, ils seront plus des capitalistes. Fait que le capital, c'est devenu, là, vraiment, comme une divinité, en fait. C'est une genre de force surnaturelle. Faut lui faire des sacrifices, des offrandes, faut le prier.
Mais contrairement à Dieu, le capital est réel. C'est une force bien réelle et non pas imaginaire et qui affecte tous les aspects de notre existence. Et par contre, le capital, il n'est pas tout puissant. Il y a en fait un paquet de dynamite à l'intérieur du capital, c'est ses contradictions internes. Donc, à cause de l'existence du profit, les travailleurs sont pas payés pour la valeur qu'ils ont produit. Ils sont payés une toute petite partie de cette valeur-là sous forme de salaire. Donc, chaque travailleur individuel est incapable de racheter tout ce qu'il a produit dans sa journée. Tu sais, s'il a produit 1000 piastres, puis il paye 100 piastres, je sais pas comment tu peux payer 1000 piastres avec 100 piastres, tu peux pas. Mais qu'est-ce qui se passe à l'échelle de toute la société? L'ensemble de la classe ouvrière est incapable de racheter l'ensemble de toute la production. Et ça engendre le phénomène qu'on appelle la surproduction. Ça, faut faire bien attention, la surproduction, c'est pas des marchandises comme de trop. Genre juste que ça serait du gaspillage puis on devrait pas les produire. Non, ces marchandises, on en a besoin pour vivre. C'est juste que les travailleurs n'ont pas l'argent pour se le payer. Et cette surproduction, c'est ce qui est à la source des crises cycliques de surproduction. Ces crises cycliques, elles surviennent toutes les 8 à 12 ans. C'est comme ça depuis 200 ans, depuis les débuts du capitalisme. Donc, comment fonctionnent ces cycles? Tu as des booms, tu as des récessions, boom, récession, toutes les 8 ou 12 ans. Fait qu'on commence, on est en bas de la courbe. Là, le marché commence à démarrer. Les capitalistes savent qu'ils ont des acheteurs. Ils investissent leur argent. Ils achètent plus de machines, plus de matières premières. Ils embauchent plus de travailleurs. Ces travailleurs-là ont de l'argent. Ils achètent des marchandises. Oh là, les capitalistes triplent. Là, ils savent qu'ils peuvent vendre plus. Fait qu'ils investissent encore plus. Là, à un moment donné, tu te retrouves au sommet de la courbe. C'est le climax. C'est le début de la fin aussi. Parce que ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ils ont trop investi dans la production par rapport à ce que les travailleurs ont comme salaire pour pouvoir acheter les marchandises. Et c'est là que la surproduction, elle frappe. Puis là, les marchandises ne peuvent plus être vendues. Ça reste sur les tablettes des épiceries. Et à ce moment-là, les capitalistes, il faut qu'ils trouvent des solutions pour sauver ce qui reste de leur taux de profit. Il faut qu'ils coupent. Il faut qu'ils arrêtent de produire trop. Fait qu'ils vont jeter la bouffe. Ils vont fermer des machines, fermer des bouts d'usine, et surtout, licencier les travailleurs. Et là, c'est la récession. Et les travailleurs, dans cette récession-là, ils vont vivre beaucoup de misère. Et qu'est-ce qui se passe pour les capitalistes? Surtout pour les gros capitalistes. Ça les aide, cette crise-là. La crise permet de purger la surproduction. Les crises cycliques de surproduction, c'est comme le poumon du capitalisme, qui se gonfle, qui se dégonfle. Ça, c'est pas du tout une menace pour le système. C'est la respiration du système. Chaque récession permet de purger la surproduction pour ensuite recommencer le cycle, recommencer à investir. C'est comme peser sur reset sur la machine, en fait. Mais ça, pour les travailleurs, c'est des conditions extrêmement difficiles. Ce qu'on comprend de ça, c'est que c'est vraiment absurde, en fait, comme système. Parce que dans le passé, mettons au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, pourquoi il y avait des crises économiques? Parce qu'il y avait des pénuries, il y avait des catastrophes, il manquait de bouffe. C'est le manque de ressources qui crée les crises. Sous le capitalisme, pour la première fois, on a des crises parce qu'il y a trop de ressources, parce qu'il y a de la surproduction. C'est vraiment absurde. Le capitalisme, il crée plus de richesses que ce qu'il est capable de gérer, ça le fait rentrer en crise. Et là, on se retrouve avec des maisons vides, hors de prix, alors qu'il y a des sans-abri, puis on jette d'énormes quantités de bouffe, alors qu'il y a des famines. Donc, ça montre que c'est un système qui est stupide et irrationnel. En fait, il y a deux types de crises. Fait que les crises cycliques de surproduction, c'est comme les vagues à la surface de l'océan, mais il y a des cycles beaucoup plus longs, beaucoup plus profonds. Par exemple, au 19e siècle, l'époque de Marx, c'est ce qu'on pourrait appeler la phase ascendante du capitalisme. Le capitalisme jouait un rôle assez progressiste, permettait de nous débarrasser de la barbarie féodale. Le capitalisme a développé les forces productives comme jamais, avec la révolution industrielle. C'était un grand bond en avant pour l'humanité. Il y avait quand même des crises cycliques à la surface, mais les crises étaient moins fréquentes, plus petites. Mais au tournant du 20e siècle, ce que Lénine va constater, c'est que le capitalisme est entré dans une nouvelle phase, une phase déclinante. C'est ça qu'il appelle l'impérialisme, phase suprême du capitalisme. C'est l'époque de la domination des monopoles. Et ce que Lénine va voir à l'approche de la Première Guerre mondiale, c'est que chaque pays, son marché intérieur est saturé. Les travailleurs ne peuvent plus racheter la surproduction. Il y a une immense accumulation de surproduction dans tous les pays d'Europe.
Donc là, s'ils peuvent pas écouler leur surproduction dans leur propre marché, les capitalistes vont vouloir voler le marché des autres capitalistes, des autres nations, pour écouler leur propre surproduction. Ce qui va entraîner un réseau d'alliances militaires qui va culminer dans la Première Guerre mondiale pour le profit des capitalistes. Trotsky, par la suite, dans les années 30, il va constater que la courbe du déclin du capitalisme est encore plus descendante. Donc on a le crash mondial de 1929, grosse crise de surproduction. Mais en 1929, ça va pas purger la surproduction. Et là, Trotsky constate, à la fin des années 30, il y a une nouvelle crise cyclique qui apparaît, il y a une nouvelle couche de surproduction stackée sur l'ancienne couche de surproduction. Là, ce que Trotsky constate, c'est que tout ça, c'était pas des crises cycliques normales qui auraient techniquement purgé la surproduction. Il nous dit ça nous montre, en fait, qu'avec 1929 particulièrement, on assistait à une crise beaucoup plus profonde, une crise systémique, une crise du système. Il appelle ça la crise organique du capitalisme. Un peu comme s'il y avait un cancer qui rongeait les entrailles du système capitaliste. Une maladie profonde. Et c'est finalement la Deuxième Guerre mondiale qui va permettre de purger la surproduction, et au prix d'une immense destruction. Ça va être le Python Reset sur la machine. Et ça va entraîner un gros boom économique de 30 ans, les 30 glorieuses, de 1945 à 1974. Et là, on va penser que le capitalisme est triomphant, qu'il n'entrera plus jamais en crise, et c'est ce qui va former, ce boom économique, la base matérielle pour le développement d'un gros courant réformiste dans les partis de gauche, dans les syndicats. L'idée qu'on n'a plus besoin de faire de révolution socialiste, mais qu'on peut seulement réformer le capitalisme. Mais en fait, cette période-là, les 30 glorieuses, c'était une anomalie dans l'histoire du capitalisme, qui a été permise par la destruction engendrée par la Deuxième Guerre mondiale. En fait, le capitalisme n'avait pas dépassé ses contradictions. La surproduction, pendant ces 30 ans-là, elle s'accumulait sous la surface, comme une taupe qui creuse sous la surface. C'est pas qu'elle est là dans ta cour, là, qui est en train de tout chier en dessous, là. Puis là, à un moment donné, elle va ressortir. Puis, elle va sortir en 1973-74, dans la crise économique mondiale. Et là, tout d'un coup, cette surproduction explose. Immense crise de surproduction. C'était la résurgence de la crise organique du capitalisme, qui montrait que le capitalisme n'avait pas résolu ses contradictions. Et là, les capitalistes, pour retarder cette crise-là, pour sauver les meubles, ils vont utiliser le crédit de masse. Parce que, les travailleurs peuvent pas racheter toutes les marchandises qu'ils ont produites, mais si tu leur donnes une carte de crédit, par contre, ils peuvent acheter un peu plus de la surproduction. Fait que ça leur a permis de retarder l'explosion, en fait. Ils ont remis la taupe sous terre. Mais l'affaire avec le crédit, c'est que si tu le payes pas, ça devient une dette. Puis c'est ce qui va arriver pour la classe ouvrière au niveau international. Toute cette masse de crédit va se transformer en son contraire, des montagnes de dettes, et ça va finalement exploser. En 2008, une nouvelle crise économique mondiale, qui est une crise qui va être notamment une crise de la dette. Et finalement, ça montrait que, sous la surface, la taupe continuait à creuser son chemin et ressort en 2008. Et 2008, c'était la plus grosse crise depuis 1929. Et puis, il n'y a pas eu vraiment de reprise économique après 2008. Et les crises après 2008 vont être de plus en plus fréquentes et douloureuses. Et ça montre que 2008 n'était pas non plus une crise cyclique de surproduction normale, mais la résurgence de la crise organique du capitalisme. On pourrait dire, autrement dit, qu'à partir de 2008, on rentre en fait dans un nouveau stade, une nouvelle époque du capitalisme. Pour continuer avec mon analogie du cancer, on est comme rendu dans la phase terminale, mettons, du cancer du capitalisme. Et depuis 2008, la surproduction a atteint des niveaux inégalés. Puis qu'est-ce qui arrive quand il y a trop de surproduction? Ben pourquoi les capitalistes investiraient dans l'économie, dans la production? Il y a déjà trop de marchandises sur les tablettes, ils sont pas capables de faire du profit. Et donc les capitalistes, ils ont perdu confiance dans leur propre système. Et au lieu d'investir dans la production, ils vont investir dans l'immobilier, la spéculation, la crypto-monnaie, où ils vont simplement stocker leur argent dans les comptes des banques. Au pic, au Canada, il y avait 1500 milliards d'argent mort des capitalistes qui étaient juste dans les banques à rien faire. Et ça va entraîner aussi une crise de la productivité. Parce que, of course, si tu n'investis pas dans ta production, ça va devenir de moins en moins productif. Et c'est encore plus vrai au Canada. Cet été, la Banque du Canada a sonné l'alarme en disant qu'on vient d'atteindre le seuil le plus bas de productivité depuis le crash de 29. Et ça a chuté drastiquement dans les 5 dernières années. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont maintenues artificiellement par l'État, ce
qu'on appelle des entreprises zombies. 32% des entreprises canadiennes sont des entreprises zombies qui existent seulement parce qu'ils reçoivent des subventions de l'État. Mais c'est aussi une trend qu'on voit à l'échelle internationale. Cette tendance-là, on la voit par exemple, quelques chiffres ici, dans les 14 économies avancées. Ces zombies représentaient 2% des entreprises en 1980. Et en 2016, c'était 12%. Donc on est passé de 2 à 12%. De plus en plus de zombies. On peut parler aussi de la désindustrialisation, donc le fait qui vient avec la délocalisation, le fait de amener les usines dans le sud. Pourquoi les capitalistes investiraient pour avoir des machines plus performantes ici, quand tu peux juste délocaliser dans le sud pour payer les travailleurs moins cher? Si tu peux couper dans tes coûts de production au niveau de la masse salariale, tu vas faire plus de profit. Donc ça vient juste aggraver, en fait, la crise, tu sais. Les travailleurs ont moins d'argent, puis ça fait aussi qu'il y a moins d'investissements positifs. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? C'est qu'en fait, le capitalisme est entré en crise, a trop de surproduction, et les capitalistes réagissent en retirant leurs investissements dans la production. Et ça entraîne beaucoup de misère auprès de la classe ouvrière, et ça fait seulement aggraver la crise. Et donc, ça montre qu'il y a une crise organique systémique du capitalisme. Ça montre aussi l'inutilité des capitalistes. Parce qu'en plus de siphonner notre survaleur, donc d'être déjà des parasites, en plus, cette survaleur-là, ils la réinvestissent même pas dans la production. Ils sont doublement parasitaires. Je disais que depuis 2008, et depuis la pandémie particulièrement, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les capitalistes ont effectivement perdu le contrôle sur leur propre système. Ils essaient de prédire les crises, mais ils n'ont aucune idée comment les résoudre. Chaque fois qu'ils essaient de proposer une solution pour sortir de la crise, ça crée des conditions pour l'apparition de crises encore plus grandes. Avant 2008, je vous parlais du crédit, qui avait été utilisé pour retarder la crise de 1974. Le crédit s'est transformé en crise de la dette, qui a explosé en 2008. En 2008, ils ont commencé à implanter l'austérité, parce qu'il y avait beaucoup d'endettement, fait qu'on va couper dans les services publics pour réduire la dette. Et qu'est-ce qui arrive si tu coupes dans les services publics, dans les conditions de vie des travailleurs? Ils ont encore moins d'argent pour acheter la production. Donc, ça a fait accroître la surproduction. Et ça a créé d'autres problèmes. Pendant la crise économique qui est venue avec la pandémie, les gouvernements, pour essayer de sauver les meubles, vont imprimer d'immenses sommes d'argent qui vont domper dans l'économie pour sauver les grandes entreprises. Sauf que cet argent, quand on est sorti de la pandémie, tout cet argent-là, qui avait été créé complètement artificiellement, cet argent-là correspondait à rien de réel, puis il n'y a pas plus de marchandises qui avaient vraiment été créées, ben ça a le fait que l'argent a perdu de sa valeur. Elle correspondait à rien de réel, donc elle valait moins. Donc ça a le fait augmenter les prix. Donc cette solution d'imprimer de l'argent a créé la crise d'inflation qu'on a connue après la pandémie. Et donc là, pour résoudre la crise d'inflation, les bourgeoisies ont augmenté le taux d'intérêt directeur des banques centrales pour réguler la masse monétaire. Qu'est-ce que ça a entraîné? Un crash bancaire international et tous les ménages qui essayaient de payer leur hypothèque se sont retrouvés encore plus endettés et beaucoup ont fait défaut de paiement. Donc cet outil-là du taux d'intérêt directeur, en essayant de sauver la crise d'inflation, a entraîné une autre crise en retour. Bref, chaque solution qu'ils utilisent pour retarder la crise organique du capitalisme engendre d'autres crises. Parce que c'est une crise qui ne peut pas être résolue, en fin de compte. Et ça montre que les capitalistes ont perdu le contrôle sur leur propre système. Et ça va être encore plus vrai avec les tarifs de Trump, qui arrivent bientôt sur le Canada, le Mexique, l'Europe. Et il y a une nouvelle menace qui se profile à l'horizon, c'est celle de la récession mondiale. Et qu'est-ce que ça va signifier pour les travailleurs? Les licenciements de masse, des attaques sur les conditions de vie, l'endettement, l'austérité, coupure dans les services publics. Donc tout ça nous montre comment le capitalisme est arrivé au bout du rouleau. Le capitalisme est en fin de vie. Le capitalisme n'apporte plus de progrès à l'humanité. Cependant, le capitalisme ne va pas tomber de lui-même. Ça, c'est important de comprendre. Le capitalisme, il va partir seulement si on le renverse consciemment, si on le jette aux poubelles de l'histoire. Mais en retour, le capitalisme engendre à tous les jours de plus en plus de travailleurs qui comprennent la nécessité de renverser le capitalisme. Et en plus, le capitalisme, il crée les conditions pour son propre dépassement. Il crée les conditions pour qu'on puisse créer une nouvelle forme de société, la prochaine société après le capitalisme, qui est la société communiste. Une économie d'abondance, de loisirs, de liberté. Une économie qui est fondée sur la planification rationnelle et démocratique par les travailleurs. Une économie orientée vers les besoins et non pas les profits.
une économie communiste sans surproduction, sans gaspillage. Et la révolution communiste, c'est la seule manière de mettre fin à l'exploitation des travailleurs, et c'est à nous, les communistes, de montrer la voie à notre classe. Puis, sinon, juste, je pense que j'ai pas mal répondu à toutes les questions. Peut-être, pour faire une petite conclusion, on pourrait se demander, la science économique marxiste, est-ce que c'est quelque chose de simple ou c'est quelque chose de compliqué? Je dirais c'est les deux à la fois, en fait. C'est simple dans la mesure où les idées que je vous ai présentées sont relativement accessibles. C'est quoi la théorie de la valeur? C'est l'idée que c'est le travail des travailleurs qui crée la valeur des marchandises. C'est quand même une idée simple. C'est quoi la théorie de la survaleur? C'est qu'on n'est pas payé pour ce qu'on produit, mais juste une fraction de ça, et c'est de là que découle le profit. C'est quoi la théorie des crises? C'est que vu qu'on n'est pas payé assez, on ne peut pas racheter tout, ça crée de la surproduction, puis ça engendre des crises. Donc, on voit en fin de compte, c'est des idées extrêmement simples que tous les travailleurs sont capables de comprendre. C'est des idées qui mettent des mots sur leur vécu, qui expliquent de manière consciente ce que les travailleurs ont compris de manière inconsciente ou semi-consciente. Ça l'explique de manière scientifique. Mais en même temps, pour être un bon marxiste, tu peux pas juste réexpliquer des choses simples que tout le monde sent déjà intuitivement. Si les marxistes on va être capables de diriger la prochaine révolution qui va s'en venir, il faut être capable de convaincre les travailleurs de la puissance des idées marxistes. Hein? Être un révolutionnaire, c'est être un scientifique de la révolution. Donc, il faut étudier la théorie marxiste. Il y a beaucoup de choses à étudier. Le Capital, c'est 3 volumes qui forment 1800 pages. Puis Marx, en plus, il voulait écrire 8 volumes. Il voulait en écrire 8. Il en a écrit 1. Après, il est mort. Puis là, Engels a écrit les 2 autres avec ses notes. Moi, je vous dis, commencez pas avec le Capital. Vous allez vous péter la gueule, ça. Vous n'allez pas aimer ça. Mais, vous pouvez commencer avec notre livret sur l'économie, Introduction à l'économie, Understanding Capital aussi, Salaire plus profit. Mais aussi, faites pas juste les lire, parlez-en avec vos camarades dans vos réunions de cellules, faites des cercles de lecture, des cercles de discussion sur ces idées-là, et pratiquez-vous à les expliquer à vos amis, à votre frère, à votre sœur, pour crusher les parties de famille, expliquer la théorie de l'économie. Pour expliquer la théorie marxiste de l'économie, et plus vous l'expliquez, plus vous allez aussi la comprendre, et mieux vous allez aussi convaincre les gens. Mais il faut comprendre, tu sais, que l'économie marxiste, c'est comme toute science. Si tu fais des études en biomédical, ça se peut que tu rushes au début. C'est une nouvelle science, tu sais. Il y a un nouveau langage, il y a ces concepts qui sont propres à cette science-là. Mais c'est vrai aussi pour le marxisme. Il faut prendre le temps d'apprivoiser le langage marxiste, ces concepts. Et pour faire une analogie, je dirais en fin de compte que apprivoiser ou conquérir plutôt la théorie marxiste, c'est un peu comme escalader une montagne. Tu te retrouves devant la montagne, là tu vois, ouf, ça a l'air pique, hein, t'es plus sûr, tu sais. Là tu t'essaies, tu montes, là au début, c'est rochant. Puis là à un moment donné, rendu à mi-chemin, tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? C'était fucking stupide. Je devrais descendre. Mais si tu persistes, si tu continues à mettre des efforts, à lire sur les roches, non, c'est pas vrai, l'analogie arrête là, si tu continues à monter ta montagne, donc à étudier le marxisme, à l'apprivoiser, ben à un moment donné, tu arrives au sommet de la montagne. Quand tu arrives au sommet, là, tu es vraiment content de ce que tu as accompli. Puis là, tu regardes le paysage devant toi. Là, tu vois le lac, les forêts, tu vois le ciel. Et là, tu peux contempler un nouveau monde que tu voyais pas quand tu étais en bas de la montagne. Mais c'est ça que ça donne de conquérir la science marxiste, en fait. Ça permet de t'ouvrir tes horizons, de regarder le monde comme il est vraiment, hein, de prendre un step back, de voir toute la beauté de ce monde-là, comment il fonctionne réellement. Et c'est ça, le marxisme, c'est une arme puissante pour comprendre le monde et pour le transformer. Et si on fait les efforts de conquérir la théorie économique marxiste et de pouvoir l'expliquer aux travailleurs, ben on va pouvoir construire les forces de la révolution qui vont renverser le capital et le balayer une fois pour toutes de la surface de la terre.